également préciser que la grande majorité des migrants africains sont des migrants intra-africains. Et l'autre fois, j'étais sur le panel, je disais, mais attends, cet argument-là, on peut même s'en servir parce que généralement, ceux qui sont dans les pays européens, ceux qui sont de l'extrême droite, là, ils disent que bah, il y a trop d'immigration, les Africains viennent trop. Alors que cette dame, ce qu'elle démontre même par cette carte, c'est l'argument pour contrer ces personnes de l'extrême droite qui disent qu'il y a trop d'immigration. Elle prouve déjà, en prenant rien que l'espace sahélo-sahérien, que l'immigration des Africains, déjà l'immigration totale dans tout le monde, ça représente que 2%, 2 à 3%. Que l'immigration déjà des Africains de cet espace, c'est une immigration intra-africaine. Donc les Africains voyagent, font des migrations entre pays. C'est-à-dire qu'un Malien va généralement au Burkina, un Burkinabé va généralement au Mali et tout, et l'inverse. Et donc, ce n'était que pour ça, justement, juste pour prouver ça qu'elle avait mis cette carte. Rien à voir avec le fait de montrer des cartes pour attaquer l'AES. Donc, que ce fétiche de guerre arrête. Ça devient ridicule. Il devient comme un enfant. Je l'ai trouvé tout à l'heure chez Master Moussinga. Il faisait pitié. Comment Etienne l'a rincé, il a mis en PLS là-bas, il faisait pitié, il voulait même pleurer sur le panel. Et quand il a pris la parole, c'était simplement pour dire à Etienne qu'il t'annonce porter plainte. Ça veut dire que le pressing est bon, il faut continuer le pressing. Merci. DGSE peut-être. Franchement, c'est Peut-être. tellement bien organisé, je sais pas. C'est possible, hein. Alors, je coupe mon micro, c'est bon, je laisse la parole à Wilfried. Oui, bien sûr. Il travaille à la DGSE, c'est normal, c'est normal. C'est une masterclass, ça. Ah, merci Falco, c'est bon? Mais avec toute cette preuve-là, malheureusement, il aura toujours des stupides, en fait. C'est ce qui me fait un peu mal dans ce Oui, problème-là. oui, Il aura chacun son toujours... cerveau, hein. Mich touche à tout, a tout dit. Chacun son cerveau et chacun l'utilise comme il veut. Merci Falco. On va écouter Wilfried, non? Ou bien Black. Wilfried, bonsoir. Merci pour la patience, hein. Tu as la parole. Pas de souci. Alors, merci en tout cas à vous également. J'ai écouté Médusa, c'était extraordinaire comme d'habitude. Ce n'est pas, je pense que ce soit Médusa ou moi, ce n'est vraiment pas dans nos habitudes de parler des gens. Et nous ne le faisons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Quand on a pris le temps de se documenter, quand on a pris le temps de faire des recherches, et surtout quand on est venu sur TikTok dans le but de partager la connaissance, quand on est venu sur TikTok dans le but d'enrichir nos congénères avec le peu que nous avons trouvé pour que le continent progresse, pour qu'on ait une jeunesse qui réfléchit, pour qu'on ait une jeunesse qui discute des sujets de fond, on n'a pas vraiment le temps de faire ce que nous appelons au Cameroun le Congo-Ça. On n'a pas vraiment le temps de blablater sur les individus. C'est inutile, c'est absurde, ça n'honore même pas notre continent. Malheureusement, on tombe sur des individus comme Kwam Kamgeng qui nous ramènent justement à ces extrêmes-là parce que il va trop loin. Et à un moment donné, quand tu as un cafard en face de toi, il faut prendre la babouche et le frapper contre le mur pour avoir la paix dans la maison. Sinon, il va ronger les papiers, il va, enfin, les rats et les cafards, vous savez comment ça se passe dans les garages et les coins insalubres. Donc, il faut nettoyer les coins, il faut nettoyer les angles. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici pour que ce genre de délire ne se répète plus. Madame Roosevelt, je ne vous apprends rien, ce n'est même pas la première fois que j'évoque ici, avait fait comprendre aux êtres humains que ce sont les petits esprits qui discutent des gens. Quand vous voyez quelqu'un ne parler que des individus, c'est qu'il ne peut pas offrir autre chose, c'est que c'est tout ce qu'il a comme bagage. Quand vous voyez quelqu'un utiliser le grand avantage qu'on a aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication, pour plutôt calomnier, offenser, insulter, dénigrer, exposer, y compris la vie privée de ceux qui ne lui ont rien fait du tout et qui ne lui ont opposé que des arguments,
c'est qu'à un moment donné, il faut réagir. Et j'ai bien aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure que Monsieur Kwam Kamgeng était en détresse sur une autre plateforme parce que il reçoit le boomerang de ce qu'il a commencé. Il s'est attaqué à plus intelligent que lui. Il a pensé que exposer la vie privée d'autrui en y ajoutant énormément de mensonges allait justement faire disparaître les gens dont ils sont jaloux, dont il est jaloux. Parce qu'on est ici face à un cas flagrant de jalousie. N'allez pas chercher loin. C'est de la haine pure. C'est de la jalousie. C'est un complexe. C'est un individu qui, manifestement, a refusé, il y a plusieurs reprises, de débattre avec Médusa parce qu'il n'en est pas capable. C'est un individu avec qui j'ai débattu à plusieurs reprises sur des plateformes où il est hyper avantagé, c'est-à-dire il est à la fois l'arbitre et le joueur. Il a la modération, il peut insulter, il peut te faire descendre, il peut couper ton micro à sa guise, mais il a quand même perdu. Chaque fois qu'on s'est retrouvé face to face, il s'est toujours fait ratatiner. Le dernier échange était il y a moins d'une semaine sur la plateforme de quelqu'un que je ne connais même pas, mais qui... visiblement a de la sympathie pour moi et qui voulait que je réponde à 2-3 questions. Monsieur Kamgeng s'est ramené avec ses délires habituels pour demander pourquoi vous faites monter Yekanga qui travaille pour la DGSE. Alors j'ai demandé, mais vraiment, que pour que tout cela s'arrête, qu'on fasse descendre tout le monde et qu'il y ait un échange entre lui et moi. J'ai promis de faire de lui mon déjeuner de ce matin-là et c'est exactement ce qui s'est passé. À la fin, j'ai même appelé ceux qui le soutiennent en commentaire de venir à son aide parce qu'il était en train de se faire plier en 4. Donc malheureusement, Kwam Kamgeng n'ayant pas la possibilité donc de s'en sortir sur le plan des idées, sur le plan des arguments, parce qu'ayant perdu à chaque fois l'échange face to face, s'est rabattu sur ce qu'il sait faire le mieux, la calomnie sur individu. Vous avez vu ses répliques à Saroro tout à l'heure. Il est incapable d'aligner une phrase sans insulter. Je ne suis pas spécialiste du mouvement kamite. Je ne suis pas spécialiste de la Mahat. Je ne maîtrise pas ces principes, mais je sais quand même que parmi les principes fondamentaux de la Mahat, il y a la vérité, il y a la justice. Est-ce que la calomnie sur les femmes, est-ce que répondre à l'argumentaire et au questionnaire d'une femme par justement le dénigrement de son activité, qui plus est légale, ça obéit au principe de la Mahat. Est-ce que c'est ce que Ramsès II faisait? Est-ce que Khéops se comportait comme ça? Est-ce que Imhotep de Memphis avec cette attitude? Est-ce que Hatshepsut aurait toléré ce type de comportement? Est-ce qu'on peut se réclamer de l'ancestralité africaine et y afficher cette attitude misérable qui n'honore évidemment pas le continent? Est-ce que un kamite, c'est quelqu'un qui crie à tout bout de champ qu'il est kamite, ou alors c'est quelqu'un qui, par son comportement, montre ce qu'était l'Afrique avant les contre-valeurs que les Occidentaux nous ont amenés et nous ont parfois imposés? Je ne pense pas. La Mahat, c'est l'exemple de ce qu'on a avec Roro ici. Roro a de la sympathie, je ne sais pas si elle soutient activement, mais elle a davantage de sympathie pour Paul Biya que pour Maurice Kamto. Mais Roro et moi, on s'entend très bien. Je lui ai dit d'ailleurs cet après-midi que si tous les Camerounais fonctionnaient comme ça, notre pays se porterait hyper bien, parce que il faut que nous ayons la possibilité de se mettre d'accord sur les points de désaccord. Je pense que c'est Kovi Rekmire qui précisait justement cet élément. Il faut que nous soyons capables de distinguer où est-ce que nous voyons le monde de la même manière et quels sont les compartiments où nos opinions divergent, parce que nous sommes 8 milliards de personnes coincées dans cette petite boule bleue qu'on appelle la Terre et personne ne peut en réchapper. Donc on est obligé de trouver un moyen de communiquer et de coexister. On est différents, donc forcément on ne va pas tous aimer les mêmes choses. On n'aime pas le même style de femme, on n'aime pas le même type de nourriture. Forcément on ne peut pas avoir les mêmes opinions politiques. Évidemment quelqu'un trouvera que Paul Biya est meilleur, un autre trouvera que ce n'est pas le cas. Si tout est basé sur l'argumentaire, si tout est basé sur le contenu, sur le fond, la confrontation des différents arguments fera jaillir la vérité. C'est aussi simple que ça. Voilà la Mahat, en tout cas telle que je la conçois dans le cadre politique. Et c'est ça qui permet à ce que nous arrivions à communiquer avec certains qui ne pensent pas comme nous et qui ont des opinions politiques, par exemple, favorables au gouvernement du Cameroun. Monsieur Kamgeng Kwam, lui, ce n'est pas du tout dans ce registre qu'il se trouve. Ses antagonismes ont commencé à cause de son soutien à Paul Biya, qui est différent de mon soutien aux forces de l'opposition, et devant son incapacité à donner le change sur le fond, s'est replié justement sur cette histoire de commérage de ragots avec une logique très enfantine. C'est pour ça que justement j'ai décidé de me moquer de lui en transformant une simple conférence.
c'est-à-dire même le dernier des idiots ne va pas tomber dedans. Je suis triste quand je vois des panels entiers qui sont ouverts. J'ai écumé un peu TikTok tout au long de la journée. Il y avait des panels partout où des gens posaient sérieusement la question est-ce que toi, en tant qu'Africain, tu peux aller dans une réunion avec les Occidentaux? Et le pire, c'est qu'une bonne partie d'entre nous, d'entre vous, vivent chez les Occidentaux, y travaillent, payent les impôts et ne se rendent même pas compte que si on extrapole dans ce registre, tout le monde devient un ennemi de l'Afrique. Parce que toi qui travailles, je sais pas, tu es ingénieur chez Thales, tu es ingénieur chez Dassault Aviation. C'est Dassault qui fabrique le Rafale, qui permet de bombarder la Libye. Tu travailles n'importe où. En tout cas, tu payes tes impôts en France. C'est cet impôt-là qui permet à l'État français de financer ses guerres et ses projets de déstabilisation ailleurs. À côté, il y a un conférencier qui, évidemment, vend ses livres, qui fait ses conférences, ses analyses géopolitiques, et qu'on va également inviter ça et là parce que c'est son activité. Il y a des gens qui, sérieusement, tout en vivant en France, tout en possédant pour certains le passeport français, tout en travaillant pour des entreprises dont certains pillent l'Afrique, même quand tu travailles chez Carrefour, chez Auchan, la quasi-totalité de ce qui est exposé dans les rayons à Auchan n'est pas cultivé en France. C'est cultivé ailleurs dans le monde, dans ce qu'ils appellent les pays du Sud, et c'est issu du pillage, justement, de ces pays-là, avec des matières, des engrais, des pesticides qu'on utilise là-bas pour augmenter les rendements, alors que les mêmes engrais, les mêmes pesticides sont interdits en France et causent des cécités là-bas, ailleurs. Dans mon pays, le Cameroun, il y a eu un cas comme ça avec la PHP dans la région de Njombe-Penja, les Camerounais savent de quoi je parle, où la compagnie fruitière dont le siège est à Marseille et qui travaille là-bas, qui produit notamment la banane, les belles bananes que vous voyez parfois de temps en temps dans les rayons à Auchan, à Grand Frais, à Franprix. Voilà, la PHP a été justement accusée, incriminée dans l'utilisation des pesticides que la France n'autorise pas sur son territoire. Mais comme ce sont des petits négros dont des sous-hommes qu'on peut exploiter comme on veut, évidemment, là-bas, on utilise, même si ça conduit à la perte de l'acuité visuelle chez beaucoup, qui sont d'ailleurs payés parfois, je sais pas, 300 francs par jour. 300 francs, imaginez, c'est à peine 0,5 €. C'est 50 centimes, même pas. Et donc, si on extrapole comme ça, avec cette ridicule chasse aux sorcières, on va demander à tout le monde des comptes sur son activité quotidienne. Donc, parce que cet individu a des comportements d'enfant, en revenant d'une conférence ordinaire, comme j'en fais tout le temps, vous allez d'ailleurs voir, si vous vous intéressez un peu, si vous allez sur ma page Facebook, sur mes plateformes, depuis plusieurs années, je fais des conférences partout. Et pour moi, c'est-à-dire une conférence à l'hôtel de l'industrie par le forum, invité par le forum méditerranéen des études stratégiques. Enfin, c'est une conférence parmi 1000 autres. D'ailleurs, c'est peut-être un scoop pour certains qui viennent de rejoindre le live. Je suis invité par la même plateforme sur, au mois d'avril. Vous imaginez donc Wilfried Ekanga, un agent de la DGSE, qui vous informe dans les réseaux sociaux que j'ai tenu une conférence à l'hôtel de l'industrie et je vais encore aller tenir une conférence dans les dans les 2-3 mois qui viennent. C'est stupide. C'est parce que j'ai en face de moi C'est parce que j'ai en face de moi un enfant qui refuse de grandir que justement je lui ai servi exactement ce qu'il pouvait consommer. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne réfléchit pas. Regardez tout à l'heure, il a parlé de l'albinos noir dont parle Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, un enfant de 50 ans est incapable de comprendre ce qu'on appelle une métaphore. Quand Ibrahim Traoré parle d'albinos noirs, il n'évoque évidemment pas la pigmentation. Ibrahim Traoré est un homme très intelligent, qui doit être comprendre au-delà des apparences. Mais comme Kamgeng est une tête vide, et je l'ai démontré il y a plusieurs reprises, il prend au mot ce que Ibrahim Traoré dit de la même manière qu'il a pris au mot ce que j'ai écrit. Que dit Ibrahim Traoré par rapport à la guerre? Quand il dit la guerre va finir, vous verrez bientôt un albinos noir. Ibrahim Traoré met en évidence une impossibilité, mais qui va arriver? Les albinos, par principe, ne sont pas noirs, puisqu'ils sont dépourvus de pigmentation. Ce sont donc des individus à la peau dépourvue de mélanine, dont ils seront, ils auront une teinte plutôt tendant vers le blanc. Donc un albinos noir, c'est ce qu'on appelle un oxymore, une impossibilité, quelque chose qui n'est pas censé advenir. Un peu comme on dit, le clair... S'il ne pouvait pas dire un blanc noir, en fait, ça n'aurait pas de sens. Exactement.
C'est-à-dire, c'est comme quand on dit la nuit blanche. La nuit, elle est par essence, puisque le soleil n'est pas là, le ciel est noir, donc la nuit ne peut pas être blanche. C'est un oxymore, c'est une manière de parler. Le clair obscur, le clair ne peut pas être obscur. Je sais pas, le miel qui est amer, le miel est sucré par essence. Donc quand on dit le miel amer, c'est quelque chose qui est censé être impossible. Donc Ibrahim Traoré dit, vous pensez peut-être que ces gens vont nous dominer, qu'ils vont nous écraser, qu'ils sont très forts, ils déstabilisent, ils financent le djinnim, AQMI et tous les mouvements terroristes dans la sous-région. Mais ne vous en faites pas, ce qui vous paraît aujourd'hui impossible arrivera. C'est ça qu'il évoque quand il dit un albinos noir. Mais Kamgeng et ses 2 neurones et demi se lèvent et écument les plateaux TikTok pour vous dire l'albinos noir c'est Wilfried Ekanga. Vous voyez le niveau. C'est le niveau 0 de l'argumentaire. C'est une incapacité cognitive absolue. C'est un non-raisonnement. Il est une contradiction, une antithèse à l'intelligence. C'est ce que nous avons démontré il y a plusieurs reprises. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à nous faire face dans les débats d'idées. Il n'en a pas la capacité, je vous le dis depuis la nuit des temps. Et c'est parce qu'il n'en a pas la capacité que vous le voyez faire ce qu'il est en train de faire là. De la même manière qu'il voit la photo de l'AES sur une publication et il dit voilà les plans de l'AES. Mais attendez, ce sont les colons qui ont tracé les frontières de nos pays. Ce n'est pas nous qui, sur une conférence à Paris, allons leur expliquer où se trouve l'AES, quelles sont les frontières du Niger, du Burkina ou que sais-je encore. C'est précisément par rébellion envers le colon que Sankara, en 84, un an après qu'il a renversé Jean-Baptiste Ouédraogo, a décidé de faire de la Haute-Volta un pays, à consonance africaine. Quand il dit, aujourd'hui, on va prendre un nom africain, Haute-Volta, ça n'a aucun sens. On a juste vu l'amont et l'aval du fleuve Volta. On a pris Haute-Basse-Volta. On a dit, c'est la Haute-Volta. Aujourd'hui, je vais donner à mon pays un nom qui cadre bien avec ce que je veux obtenir. La maths africaine, la vérité, la justice, dont le principe, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Parce que voilà, et de fil en aiguille, l'idéal panafricain de Thomas Sankara, quand il dit tout le monde doit se rassembler pour faire le front uni contre la dette, c'est justement une idée d'abolir les frontières non seulement physiques, mais les frontières mentales que les colons ont tracées à notre place. Tu as donc un individu, une tête vide, qui prend les mêmes frontières que les colons ont dessinées, il prend une photo et il nous dit que Wilfried a dit aux colons, voilà les circuits de déstabilisation de l'AES. C'est d'une débilité cosmique. C'est-à-dire même la taille de la Voie lactée n'est pas aussi immense que l'absence d'intelligence de Kamgeng. Et Dieu sait que la Voie lactée fait quand même un diamètre de 100 000 années-lumière, ce qui n'est pas rien. On ne parle même plus de kilomètres. Je vais vous montrer un extrait ici, ça ne va pas être très long. Je préviens qu'ils ont signalé le live. Voilà, oui, évidemment. je préviens. Donc, tapoter pour sauter la restriction. Oui, c'est l'arme Tapoter des pour sauter la restriction. Je vais vous montrer, si vous le permettez, pour quelques instants, un petit extrait d'une Oui, analyse je le mets en grand. Je le mets en grand. Donc, tapoter massivement. Prenez les objectifs aussi. Il reste 3 objectifs. Il y a quoi, vous là? Aïe, remplissez l'objectif là. Oui, c'était à la télévision il y a à peine 5 jours où je parle d'Ibrahim Traoré et j'explique pourquoi il a une telle adhésion populaire et vous allez comprendre pourquoi justement quand on doit même parler du panafricanisme, c'est normal même que l'image de Ibrahim Traoré, que l'image de l'AES soit représentée. Je vais vous le faire passer, c'est pas très long, donc et ensuite je vais revenir pour continuer l'analyse. Pourquoi il a autant d'ondes positives au Ghana? Parce que c'est le pays de Kwame Nkrumah. Monsieur Ibrahim Traoré matérialise sur de grandes largeurs la vision de Kwame Nkrumah. En 61, Kwame Nkrumah nous a écrit Africa must unite. Et quand vous voyez ce que les Burkinabés, avec les Maliens et les Nigériens ont mis sur pied depuis septembre 2023, la charte du Liptako Gourma, c'est la matérialisation du panafricanisme tel que le voulait Kwame Nkrumah et non la sorte de coquille vide qu'a été l'Union africaine depuis son avènement, qui est en fait une réunion de personnes très bien habillées qui font un week-end dans une chambre d'hôtel et qui après rentrent chez elles. Donc, hormis la matérialisation du panafricanisme, il y a la volonté de souverainisme. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or en Afrique. L'or représente carrément 70% de ses recettes d'exportation et 15% de son produit intérieur brut et dont Monsieur Traoré voit d'un mauvais œil et c'est très compréhensible le fait que les entreprises étrangères qui
exploite l'or sur le territoire burkinabé. Oui. Comment dire, s'arroge la part du lion, et d'où la nationalisation des 5 mines parmi la petite dizaine de mines que compte le pays il y a quelques mois, et ça plaît énormément à la jeunesse africaine, tout autant que la volonté de mettre sur pied la double imposition. Il n'est pas question qu'une entreprise française qui opère sur mon territoire n'est redevable fiscalement qu'à son pays d'origine. Il faut payer également l'impôt sur le territoire burkinabé, sinon il n'y a pas vraiment de rationalité à travailler avec nous. Aussi bien que sur la volonté de coopérer avec ceux qui veulent bien partager quelque chose. Le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, souffre du fait que les entreprises technologiques étrangères, si on prend Areva, qui opère depuis le début des années 70 sur le territoire, et qui n'a pas construit une seule centrale nucléaire, pendant qu'il y en a une cinquantaine sur le territoire français, qui ne dispose pas d'un gisement d'uranium comparable. Donc ces mesures, ces réformes, hormis le simple narratif, il ne fait pas que du blabla. Enfin, il ne fait même pas du blabla. Hormis le simple narratif, hormis la construction de ce qu'on peut voir, c'est la modernisation dans le contexte sécuritaire ultra difficile que nous connaissons, et avec le narratif qu'il doit subir de la part de dirigeants occidentaux qui soutiennent dans le même temps des dictatures beaucoup plus abjectes. Totalement. Réussir à accomplir ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, ça ne peut que séduire la jeunesse africaine, et c'est parti pour durer. Mais cela est aussi la cause des animosités et des nombreuses tentatives de putsch et d'assassinat dont il est naturellement l'objet. Sans oublier. Voilà, vous venez donc de voir Wilfried Ekanga, un agent de la DGSE, qui il y a une semaine encore, pendant que Kamgeng s'agitait à exposer la vidéo de mon fils, de ma vie privée, à commenter les emojis sur TikTok, nous étions en train de défendre Ibrahim Traoré sur les médias internationaux. Voilà la différence entre les misérables, les sorciers, la vermine jalouse et des gens qui réfléchissent à l'avenir du continent. Je suis allé présenter pourquoi Paul-Henri Sandaogo d'Amiba cherche à déstabiliser Ibrahim Traoré, utilisé comme proxy justement par les puissances occidentales. Je dis que Ibrahim Traoré, c'est la matérialisation du panafricanisme. Quand vous voyez l'AES, c'est différent de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est des gens en costume, en talons hauts, avec de beaux parfums, qui se rencontrent, discutent de trivialité, finissent dans des chambres d'hôtel et après rentrent chez eux en avion en première classe. Or là, on a une véritable illustration de ce que voulait Kwame Nkrumah. Et j'explique que c'est la raison pour laquelle, quand Dramani Mahama a été élu au Ghana, Monsieur Ibrahim Traoré a été applaudi plus que le président ghanéen lui-même. Si bien que le président ghanéen dit à Ibrahim Traoré que limite je vais te laisser le pays, parce que de toute façon tout le monde t'aime ici, on dirait que c'est toi le président. Donc c'est ça le panafricanisme. Les Ghanéens se sont souvenus de ce que Kamgeng ne sait pas, à savoir ce que Ibrahim Traoré fait, c'est ce que Kwame Nkrumah voulait dans son livre qu'il a écrit en 61, l'Afrique doit s'unir. Voilà pourquoi si quelqu'un doit aller parler du panafricanisme, que ce soit à Paris ou ailleurs, il est obligé de montrer même la photo de l'AES. Déjà que la photo de l'AES, ce n'est pas lors de mon intervention qu'elle est apparue, mais quand bien même, tu ne peux pas parler du panafricanisme sans évoquer l'AES, puisque l'AES c'est le meilleur exemple au 21e siècle de ce qu'on appelle le panafricanisme. C'est comme si tu veux illustrer quelqu'un qui est très fort physiquement en Afrique et tu ne parles pas de Francis Ngannou. Tu veux montrer quelqu'un qui est très fort, je sais pas, au niveau de la musique, et tu ne parles pas de Michael Jackson. Tu veux montrer un basketteur très talentueux, le talent dans le basket, et tu n'évoques pas Michael Jordan. C'est stupide. On prend les exemples qui illustrent ce qu'on est en train de dire. Donc ça fait que quand on a un peu une idée de ce qu'est le panafricanisme, on devrait plutôt s'étonner comment quelqu'un peut parler du panafricanisme sans évoquer l'AES. Mais quand on est une tête vide et qu'on a l'intelligence d'une brosse à chaussures comme Kwame Kamgeng Patrice alias PKK, évidemment, on va s'étonner du fait que l'AES soit justement mentionné. C'est pour ça que il va prendre les choses au premier degré. On va dire albinos noir, il va parler de pigmentation. Si Ibrahim Traoré entend une stupidité pareille, mais il serait mort de rire. Il va demander que mais c'est qui ce Kwame Kamgeng là? C'est-à-dire, ma boîte à chaussures est plus futée que cet individu. Quand je parle d'albinos noirs, c'est un message d'encouragement aux Africains, de leur dire que ce que vous pensez impossible arrivera. De la même manière que vous pensez un albinos noir impossible, moi je rends l'impossible possible. La guerre que vous pensez éternelle prendra fin parce que nous prenons les mesures pour. Et avec nos efforts, avec notre détermination, la paix reviendra au Burkina Faso et on va amorcer le développement. Donc voilà.
pas. Tout à l'heure, quelqu'un vous parlait de la nationalité de Cam Gang. Lui, c'est un soutien, il y a Paul Biya. Et c'est bizarre parce que Paul Biya interdit la nationalité, la double nationalité au Cameroun. Moi, je suis soutien de l'opposition du MRC. Dans le programme du MRC, nous avons prévu, par exemple, d'abroger la loi du 11 juin 68 sur la double nationalité parce que l'ancien président Amadou Ahidjo avait interdit la double nationalité. Donc aujourd'hui, si tu es camerounais, si tu as une nationalité étrangère, tu ne peux pas, surtout si tu es un homme, à l'exception des femmes qui ont acquis la nationalité étrangère par Attends, tu es en train de nous dire que on sait que Fétiche a la nationalité française. Donc tu es en train de nous dire que ce type n'est pas camerounais en fait. Oui, selon Paul Biya qu'il est en train de soutenir, Médusa, c'est la loi du 11 juin 68. C'est-à-dire, si tu as le passeport français, en principe, tu n'es pas camerounais. Donc, si Cam Gang avait un cerveau en parfait état de fonctionnement, il aurait plutôt dû soutenir Maurice Kamto. Parce que dans le projet de Paul Biya que lui, il soutient, bon déjà Paul Biya n'a pas de projet, mais depuis 43 ans que Paul Biya est au pouvoir, il n'a jamais permis aux Camerounais d'avoir la double nationalité. Les seuls qui ont la double nationalité, ce sont ses amis, ceux qui lui chantent des louanges. C'est pour ça que vous avez des footballeurs qui, eux, ils vont jouir d'une double nationalité, vu qu'ils ne critiquent jamais Paul Biya, alors qu'il n'y a pas une loi qui présente l'exception footballistique, ça n'existe pas. C'est dans des républiques bananières qu'on improvise les lois dans sa chambre et on décide parce qu'on en a le pouvoir, tel aura la double nationalité et tel non. Et vous voyez beaucoup de nos footballeurs, la plupart d'ailleurs, qui vont avoir 2 passeports. Ou encore les ministres de la République qui pillent les caisses de l'État et qui ont des passeports étrangers, qui votent lors des élections américaines, qui votent lors des élections en France, mais qui ont en même temps la nationalité camerounaise et qui travaillent au gouvernement au mépris de la loi. Vous comprenez donc que notre désapprobation de la politique de Paul Biya repose sur des faits. C'est pas qu'on s'est levé le matin et on a dit on est opposé à Paul Biya. Non, c'est sur des considérations factuelles, concrètes, visibles, pragmatiques. Kwame Kamgen, qui lui-même est un oxymore vivant, ne comprend donc pas, c'est-à-dire il ne constate même pas l'irrationalité qu'il constitue en soutenant quelqu'un qui est en train de lui dire tu n'es pas camerounais. Donc j'ai en face de moi un Français qui vient donner les bons et les mauvais points et qui veut dire aux Camerounais qui est un agent étranger ou non. C'est-à-dire, voilà un Français, selon les lois de Paul Biya, hein, c'est pas les miennes, je dis, selon Paul Biya, Cam Gang, si vous me dites qu'il a la nationalité française, selon Paul Biya, Cam Gang est un Français. Voilà donc un Français qui vient m'expliquer à moi qui suis camerounais, je n'ai pas la nationalité française, vous n'avez qu'à aller consulter les registres français de nationalité, je ne figure pas dedans. Donc voilà un Français qui dit à un Camerounais, Plus haut. voilà un Français donc qui dit à un Camerounais, tu es un agent de la DGSE, et donc il dit au Camerounais de se fier davantage à son affirmation à lui, qui n'est pas Camerounais, qui n'est pas africain, plutôt que de se fier à ce que moi je dis, moi le Camerounais. Et maintenant sur les faits, on ne voit rien. Il parle de l'AS, de défendre l'AS. Je n'ai jamais vu Kwame Kamgen dans un média. Il a grandi en France. Je ne l'ai jamais vu. Me voici en territoire français dans l'image que vous avez vue à la télévision ou devant Emmanuel Macron dans son propre pays. Je suis en train de lui dire que Ibrahim Traoré est un bon président avec tous les risques que ça comporte. Vous me voyez dans une conférence où je suis en train de parler de ce qu'est le panafricanisme, où je suis en train de parler de ce qu'est l'Afrique sans complexe, parce que j'ai en face de moi des gens qui ne m'ont à aucun moment montré qu'il y a une différence d'intelligence entre nous. Kamgen, qui est très complexé et qui a estimé que Monsieur Azrael est l'homme le plus intelligent de la Terre, ou du moins dans le top 3, s'est mis dans la tête que si tu vois un Africain au milieu des Blancs, ça veut forcément dire que ce sont les Blancs qui contrôlent. Il ne sait pas que tu peux te retrouver dans une conférence en Occident et c'est toi le maître du jeu. Il ne sait pas que tu peux te retrouver à Paris, au milieu des Occidentaux, et c'est quand même toi qui donne le tempo. Pour lui, et il se prétend africain, il se prétend souverainiste, progressiste, pour lui, c'est impossible parce qu'il a l'habitude, quand il est au milieu des Occidentaux, de se soumettre à eux, de plier le genou pour ne pas dire autre chose. Et forcément, il se retrouve en infériorité. Il se dit donc que c'est le cas de tout le monde. Vous voyez, il fréquente Monsieur Azrael et il vous explique qu'Azrael, c'est quelqu'un de très intelligent et vraiment, il a rarement vu quelqu'un d'une telle intellectualité. Il ne sait pas que pour nous autres, nous quand on se retrouve au milieu des Occidentaux, même s'ils viennent de la Sorbonne, de Harvard ou de Panthéon, Assas, on s'en fout. On estime que nous pouvons les manipuler davantage que eux ne peuvent nous manipuler.
de temps en temps, on se pose même la question, mais comment ces gens ont fait pour nous coloniser? Par exemple, quand Donald Trump a kidnappé Maduro, nous, on avait commencé à analyser dans nos chaînes TikTok que Trump s'en fout de la démocratie au Venezuela. Il veut le pétrole. Et Emmanuel Macron, qui est président de la France, était incapable de voir quelque chose d'aussi évident. Il écrit sur son Facebook, le peuple vénézuélien rêve d'une alternance démocratique, voilà, voilà. Et je me dis, mais justement, comment ces gens ont fait pour nous coloniser si leur président est même incapable de comprendre un élément aussi flagrant tel que l'impérialisme américain qui se fout pas mal de la démocratie. Et c'est quand Trump dit à Machado que moi je me fiche pas mal de toi, d'ailleurs ton prix Nobel de la paix c'est moi qui aurais dû l'obtenir, ce n'est que là que Emmanuel Macron comprend qu'il était totalement hors sujet et que les États-Unis se foutent pas mal du Venezuela et n'étaient intéressés que par des logiques de contrôle du pétrole. Donc nous, quand on est en face des Occidentaux, on se pose plutôt la question comment ces gens qui ont peu de perspicacité ont réussi à nous coloniser. Mais Cam Gang, lui, il se dit, quand un Africain est en face des Occidentaux, forcément, ce sont les Occidentaux qui contrôlent le game. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai pris l'habitude d'être invité absolument partout. Comme on n'invite pas Cam Gang, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les gens ont constaté que c'est une tête vide, je n'y peux rien. Il se dit que l'intervention à l'hôtel de l'industrie de mars 2025, c'était un phénomène exceptionnel et que voilà, c'était la DGSE. Il n'a pas vu mes autres conférences, dont certaines sont sur mes anciennes pages Facebook, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, partout. Que ce soit dans le cadre de mon parti politique ou parfois dans le cadre d'interventions sur des sujets internationaux, je suis invité comme à la télévision aussi, sur l'extrait que je viens de vous montrer. C'est banal dans mon quotidien. Vous vous êtes laissé embobiner par une tête vide qui a transformer un élément ordinaire en quelque chose d'exceptionnel. Et vous passez des journées à vous poser les questions, mais qu'est-ce qu'il va faire la DGSE? Mais le problème, c'est que j'ai déjà tenu une 50aine de conférences dans tous les pays d'Europe, dont posez-vous la question sur chacune des conférences-là. Vous êtes laissé entraîner par... Et c'est ça le problème, quand un aveugle traîne quelqu'un qui voit bien. Forcément, la personne qui voit bien va se retrouver, le front contre le mur, parce que c'est le bienvoyant qui entraîne l'aveugle. C'est pas l'aveugle qui entraîne le bienvoyant. Vous êtes des gens très intelligents. Beaucoup de gens qui suivent Kwame Cam Gang devraient plutôt être suivis par Kwame Cam Gang. J'ai vu des gens d'une grande intelligence utiliser Cam Gang comme leur modèle. Je me suis posé la question, mais c'est quoi ce monde à l'envers? Comment tu fais pour ne pas réaliser que tu es plus intelligent, tu es plus intelligente que Kwame Cam Gang? Comment tu fais pour te laisser entraîner par un individu comme ça? Il est plus bête qu'une brosse à chaussures, c'est incroyable. C'est pas comme si on ne l'a pas prouvé. C'est pas comme si on l'a fui dans les débats. C'est pas comme si on n'a jamais eu de confrontation et que, voilà. Il y a encore une semaine, il m'expliquait que l'ayatollah Ali Khamenei en Iran avait la même politique que Donald Trump. Je lui ai dit, mais, c'est-à-dire même mon fils qui a 1 an, et que tu as exposé dans les réseaux sociaux partout, serait meilleur en termes de déduction. Comment quelqu'un qui mobilise les missiles B2 qui coûtent 2 milliards les avions B2 Spirit qui coûtent 2 milliards l'exemplaire, il mobilise toute la flotte, une 15aine d'avions vers l'Iran avec des avions de diversion et une centaine d'appareils, plus de 150 appareils qui vont bombarder les sites nucléaires iraniens. Il mobilise sa flotte maritime pour larguer les bombes sur Isfahan. Et toi, tu nous expliques qu'il a la même politique que l'homme qu'il part bombarder, en larguant là-bas une vingtaine de GBU-57, dont il est le seul à détenir. C'est-à-dire le niveau zéro de l'argumentaire. Et vous vous laissez entraîner par quelqu'un comme ça, qui ne comprend rien quand on parle d'albinos noirs, qui ne comprend rien sur la nécessité de parler de est-ce quand on évoque le panafricanisme, vous constatez vous-même ces derniers jours, ces dernières heures, la vacuité intellectuelle de l'individu. C'est-à-dire même par contumace, on est en train de démontrer ici à quel point il est inapte à l'argumentation géopolitique. Il ne sait rien de ce dont il parle. Donc voilà, Monsieur Cam Gang, donc pour finir, pendant qu'il était en train de livrer une chasse aux sorcières, avait oublié de balayer dans sa propre cour. Et là, on apprend ses affinités avec la famille Mitterrand. C'est-à-dire, il est ami depuis 13 ans avec Monsieur Azrael, qui est un ami de Mitterrand. Voilà, il nous parle de ses séjours en Indonésie et en Thaïlande, des pays réputés être champions en matière de tourisme sexuel et de pédophilie, c'est-à-dire le double crime, la pédophilie, le crime sexuel, l'homosexualité, bref, tout ça. Frédéric Mitterrand, le fils de
François, a écrit en 2005 un livre qui a pour titre La mauvaise vie. Là-dedans, il explique dans le détail comment il avait tellement envie du garçon nu en face de lui que son corps tremblait. Il dit « J'ai tellement envie de lui que j'en tremble ». Fin de citation. Je ne vous encourage pas à gaspiller votre argent à aller acheter ce livre. Vous pouvez trouver des extraits dans les journaux français partout sur Internet. Et justement, Frédéric Mitterrand, vous avez expliqué que lui, en dessous de 14 ans, ça ne l'intéresse pas. Et Kam Geng vous dit qu'il a justement été approché par les amis Mitterrand avant qu'il n'ait 14 ans. Donc, il était pile au goût de la famille Mitterrand. Il y a eu c'est-à-dire, l'affaire a fait scandale en France il y a quelques années, années 2008-2010, où Marine Le Pen et son groupe en ont profité pour justement canarder la gauche en disant voilà ce que vous allez faire, vous allez dans les pays où les lois sont plus flexibles et vous allez faire du n'importe quoi avec des petits enfants. Kwam Kam Geng vous dit qu'il a séjourné dans des villas, dans des yachts à 20 millions d'euros. Medusa vous a posé la question, est-ce que les milliardaires vous laissent séjourner dans leur villa à 20 millions d'euros pour vos beaux yeux? Ce n'est pas possible. Et j'avais hier évoqué l'actualité au forum de Davos qui s'est déroulé il y a quelques jours, où on a remarqué que les réservations sur les sites de trafic sexuel, sur les sites de prostitution, les réservations qui étaient en moyenne de 2 par jour ont augmenté à environ 80 par jour, parce que les grands hommes là en cravate que vous voyez discuter des problèmes du monde, quand c'est fini, il y a le côté jardin, ils commandent les femmes comme on commande des burgers chez McDonald's. Et ils les font justement séjourner dans des hôtels de luxe là-bas en Suisse. Il y en a même un qui a payé pour 100 000 euros, 5 jours et 4 femmes. Il s'est mis très bien, lui. Et donc, Kam Geng nous explique qu'il était en Indonésie, en Thaïlande. Lui qui est une tête vide, inapte à l'analyse politique, lui qui n'est pas millionnaire. Qu'est-ce qu'il pouvait proposer comme monnaie d'échange si ce n'est peut-être l'autoroute qui traverse son anatomie? Je ne sais pas. Je pose la question parce que ses amis sont justement des gens qui sont réputés ne pas être très nets dans ces histoires de pédophilie, de trafic sexuel, de Thaïlande, d'Indonésie. Et Monsieur Kam Geng vous a confirmé lui-même qu'il était là-bas. Voilà ses amis. L'individu qui veut nous faire un procès parce que on a tenu une conférence face à un public qu'on ne contrôlait pas. Lui, il est quand même ami depuis ses 13 ans, un âge assez inquiétant. Faut savoir que Frédéric Mitterrand, il est très vieux. Il est mort en 2015. Il avait à sa mort 76 ans. Donc, quand Kwam Kam Geng avait 13 ans, Frédéric Mitterrand était déjà majeur parce que même en 2026, Kam Geng n'a toujours pas 76 ans. Donc, il y a au moins une trentaine d'années d'écart entre les deux. Qu'est-ce qu'on a fait de ce petit garçon de 13 ans qu'on a trimballé partout en Indonésie, en Thaïlande et dans des hôtels de luxe? Voilà la question qu'il faut se poser. Voilà les accointances, voilà les rapprochements de monsieur PKK, qui mérite très bien son nom d'ailleurs, et l'autre Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, qui fait aussi partie de la famille, a été reconnu coupable justement et condamné à 30 mois de prison pour avoir participé au financement de la guerre civile en Angola. Kam Geng vous dit actuellement qu'il est au Mozambique. Le Mozambique, l'Angola, c'est littéralement le même pays. Ce sont des colonies portugaises qui ont toutes obtenu leur indépendance dans les années 74-75 après la révolution des œillets au Portugal. C'est-à-dire les gens qui ont fondé le Frelimo, Eduardo Mondlane, le Front de libération du Mozambique, qui était très ami avec des Amilcar Cabral, des Luis Pereira pour la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, d'autres colonies portugaises. Ces gens-là ont été mis en difficulté, assassinés pour certains d'entre eux, avec justement la participation des amis de Kwam Kam Geng. Jean-Christophe Mitterrand fut condamné il y a quelques années à 30 mois de prison. Il a même refusé de faire appel parce que les preuves étaient accablantes. Même s'il racontait que non, je suis innocent, blablabla, Sarkozy aussi est innocent. Mais on se souvient que lorsque le MPLA était en guerre civile avec l'UNITA, Jonas Savimbi contre Eduardo dos Santos, la France, justement, à travers le fils de François Mitterrand, a financé, s'est arrangé à s'impliquer dans le trafic d'armes pour un montant de plus de 800 millions de dollars pour justement aider les Africains à s'assassiner entre eux.
Parce que monsieur, c'est pas de la comédie, c'est pas de la parodie, c'est un fait. Lorsque les Angolais sont devenus indépendants en 75, le 11 novembre, il y a eu des mésententes, des incompréhensions qui faisaient que le pays n'était pas pacifié. Et donc on avait signé les accords de Bicès en 91 au Portugal pour pacifier les fronts. Et donc on a organisé en 92 des élections, mais qui n'ont pas été acceptées par l'UNITA de Jonas Savimbi. Et il a repris les armes pour justement mener la guerre contre Eduardo dos Santos. Le problème avec Eduardo dos Santos, c'est que ses soutiens d'hier, l'Union soviétique, s'était affaiblie vu que le bloc de l'Est a été dissous après la chute du mur à Berlin. Sous Mikhail Gorbatchev, l'URSS s'est dissoute, dont la puissance a été fractionnée et le soutien ne pouvait plus être le même, dont il n'avait plus vraiment les moyens de mener la guerre contre Jonas Savimbi. Et c'est comme ça que sur les 18 provinces de l'Angola, Savimbi en avait déjà pris 6 et ça devenait dangereux. Alors, Monsieur Dos Santos se tourne vers les Français. Vers qui? François Mitterrand, l'ami de Kwame Kamgeng. Mitterrand, pour justement brouiller les pistes, lui fait comprendre que nous sommes dans un régime de cohabitation. Ici, en France, après les législatives qui viennent de se dérouler, donc, je ne décide pas seul. Surtout que mon ministre de la Défense, Monsieur François Léotard, lui, il soutient plutôt Jonas Savimbi, de l'UNITA, dont la France soutient les deux camps. La gauche, la droite, le centre-droit soutient l'UNITA, et la gauche soutient le MPLA. Et donc, Mitterrand, pour brouiller les pistes, disais-je, va envoyer Dos Santos vers son fils, Jean-Christophe Mitterrand, qui va justement établir des relations avec un certain Pierre Falcon, qui possède une société obscure, la société Brenco, et c'est avec justement plusieurs tractations comme ça, qu'ils vont faire d'autres liens avec des armateurs au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en URSS, enfin en Russie. Monsieur Arkady Gelamak, vous trouvez ce genre de nom quand vous documentez sur la fameuse affaire donc qu'on appelle l'Angola Gate. Et c'est comme ça que des armes pour 800 millions de dollars vont être déversées en Angola et où les Africains vont s'entretuer. Et la sous-merde qui vous explique qu'il aime trop l'Afrique est ami avec ces gens-là, qui ont été reconnus coupables dans le procès de l'Angola Gate. C'est un procès qui a éclaté en France il y a à peine, même pas une vingtaine d'années, une quinzaine d'années il y a à peine. C'est flagrant, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut consulter les dossiers, tout le monde peut regarder des documentaires dessus. Ce sont des faits. Nous ne faisons pas dans le blabla. Ce sont des choses que tout le monde peut vérifier. Et c'est comme ça que Monsieur Kamgeng, qui prétend défendre l'Afrique, se retrouve donc, être le pire agent de la DGSE qu'on ait pu connaître. Parce que le père, et je finis par lui, on me dit de respirer un peu, c'est juste pour ne pas prendre trop de temps. Monsieur François Mitterrand, dont le père est l'homme qui, dans le pays de Kwame Kamgeng, a installé Paul Biya au pouvoir en 82. Paul Biya arrive au pouvoir à peine un an après l'arrivée de François Mitterrand. Comme par hasard, Mitterrand, qui ne s'entend pas du tout avec Amadou Ahidjo, ordonne à Ahidjo de démissionner. Ahidjo revient d'un voyage à Paris et nous invente une maladie que personne n'a vue, puisque même après sa démission, Ahidjo veut toujours contrôler Paul Biya dans les coulisses et contrôler la direction de leur parti politique dont il n'était pas malade. Il a été sommé par François Mitterrand de démissionner et les Français eux-mêmes ont avoué dans les années 90, allez lire le Floch Prigent, qui est décédé l'année dernière, l'ancien patron de la compagnie pétrolière Elf, qui reconnaît que nous avons financé la répression de Paul Biya. C'est Elf Aquitaine qui a installé Paul Biya au pouvoir. Nous avons financé la répression contre les anglophones en 92. Il donne même le montant à hauteur de 50 millions de francs français et de l'époque. Il donne le montant, il donne les détails. C'est-à-dire, Et c'est les agents de la DGSE dont le patron, Jacques Dewâtre, allait taper le nom, la DGSE sur laquelle Kamgeng fantasme, est venu au Cameroun pour soutenir Paul Biya en 94. En 94, Jacques Dewâtre est arrivé à Yaoundé. Il a purgé l'armée. Le Floch Prigent parle d'opération de déminage, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposaient à Paul Biya à l'intérieur de l'armée camerounaise ont été purgés par Jacques Dewâtre. Le patron, c'est pas un sous-fifre.
Il était le patron de la DGSE. À l'époque, ça s'appelait le service de documentation extérieure et du contre-espionnage, la SDECE. Il est arrivé à Yaoundé, il a dit à Paul Biya, ne t'inquiète pas, tout ce qui fomente des coups d'État contre toi, je vais m'en occuper. Et il a débarrassé l'armée, justement, il a nettoyé l'armée. Il a formé ce qu'on a appelé le commandement opérationnel, c'est-à-dire un détachement militaire qui était chargé de traquer les Camerounais et de les assassiner et de jeter leur corps dans les brousses. Tous les Camerounais connaissent la fameuse affaire des 9 disparus de Bépanda, des mains du fameux commandement opérationnel. Et jusqu'à l'heure où je vous parle en 2026, c'est le Mossad, le service secret israélien, avec le Conseil des Français, qui forme la garde présidentielle de Paul Biya. Le BIR, le bataillon d'intervention rapide de l'unité d'élite de Paul Biya, a à sa tête un certain Israélien, Iran Moaz, qui justement est le patron du bataillon camerounais. Donc vous voyez, on vous donne des noms, des références, des dates, des choses que vous pouvez fouiller, parce que c'est vrai, il y a 1000%. Donc quand PKK, Patrice Kwame-Kamgeng, vient déverser ses excréments sur la place publique en nous parlant de... Monsieur Kanga, s'il vous plaît, prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. J'étais en train de conclure, justement. Je dis... Ah ouais. C'est un délice de vous écouter, honnêtement. Regardez un peu la famille. Si vous avez un enfant, d'accord, et on vous propose 2 professeurs. Laissez-le chuter, après on va commenter. Laissez-le chuter, après on va commenter. Franchement, qui boivent au moins un verre d'eau. Ce monsieur, il est trop cultivé, franchement. Merci de l'invitation, monsieur. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Merci. Je concluais justement en disant que donc quand Patrice Kwame-Kamgeng vient vous parler de la DGSE, il n'y a que 2 options. Soit il est une tête vide, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il est plus débile qu'une brosse à chaussures et il ne sait pas documenter sur l'histoire de son propre pays. Il ne sait donc pas que si Paul Biya est au pouvoir, c'est grâce à la DGSE. Soit, comme le disait Médusa, il est lui-même un agent de la DGSE et protège justement ses arrières et donc il procède par ce qu'on appelle la défense par l'attaque. Et comme jamais 203, l'hypothèse numéro 3, l'hypothèse bonus, c'est que il est les deux. Il est donc à la fois un agent de la DGSE et c'est un débile profond qui évoque des sujets qui le dépassent et sur lesquels il ne comprend rien du tout. Et c'est ça qui lui vaut la hagra dont il est victime actuellement et qui n'est pas prêt de s'arrêter. On ne s'attaque pas à plus intelligent que soi. Sa place, c'est dans les ragots de bar, dans le Congossais de sous-quartier. Il aurait dû y rester. Il ne peut pas s'en sortir face à Médusa tout seul. Il ne peut pas s'en sortir face à Wilfried tout seul. Il a quand même eu la stupidité de s'attaquer aux 2 en même temps. C'est la meilleure manière de rechercher le suicide. Voilà ce que j'avais à dire ici, chers tous. Merci pour le temps. On appelle ça clash classique. C'est-à-dire de manière douce, il met pas. C'est-à-dire il tape et puis il siffle dessus, il tape et puis il siffle dessus. On peut faire ça. J'espère que vous comprenez pourquoi Fétiche a pris pour option le fait de nous attaquer tous les deux. Vous avez vu? Tu peux pas affronter des gens comme ça. Quand tes ennemis sont beaucoup plus forts que toi, il te reste quoi? Il te reste ce qu'on appelle l'anathème. Balancer l'anathème. C'est bien que tu aies parlé de Loïc Le Phoque-Prigent parce que pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une masterclass sur Total, sur l'entreprise Total, Elf et les ingérences en Afrique, et j'avais parlé justement de Le Phoque-Prigent. On avait montré tous ces éléments, on avait tout évoqué. Son implication, c'était au Gabon, au Cameroun, au Congo, en Angola, un peu partout. Et les gens se souviennent de tout ce qu'ils avaient fait avec Focar et tout ce qui était avant, comment ils volaient du pétrole carrément avec des cargos fantômes. Et on en avait parlé avant. En fait, c'est ça le principal problème. Tu ne peux pas avoir des adversaires. Quand tes adversaires politiques sont beaucoup trop puissants, beaucoup plus cultivés que toi, beaucoup plus fins dans l'analyse que toi, tu ne peux rien faire. Tu as des gens qui ont des niveaux académiques, des niveaux d'académiciens. Et toi, tu fais du bruit sur Internet, tu cries. Maintenant, vous voyez pourquoi j'avais invité? Parce que l'intelligence, c'est reconnaître l'intelligence. C'est pour cette raison que j'avais voulu donner une masterclass avec Wilfried. Parce que quand on discute entre des gens intelligents, ça produit quelque chose de puissant. Et puisque le souci, c'est la communauté, quiconque se soucie réellement de sa communauté se rapproche des gens qui sont intelligents, des gens qui sont cultivés,
pour donner des connaissances, mais les nuls qui sont à côté, les incultes qui ont des rêves de pouvoir, mais sans en avoir les moyens, vont toujours vouloir s'opposer à ça. Toi, tu as un adversaire qui donne des arguments, qui donne des faits, qui donne des sources, tu peux aller vérifier. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui délire entièrement sur une simple photo. Quelqu'un qui délire sur une simple photo, sur un post Facebook et qui attise à la haine. Et envers moi, il fait le principe de ce qu'on appelle, parce que dans la manipulation, il y a ce qu'on appelle le déshonneur par association. C'est-à-dire que le déshonneur par association, c'est X a dit telle chose ou a fait telle chose mauvaise, tu t'es rapproché de X, donc tu es assimilé à X. C'est l'un des procédés de manipulation qui est enseigné. Vous pouvez aller le voir. Quand on vous dit que Fétiche est un manipulateur, ce n'est pas pour prononcer pour le plaisir de le dire. Vous pouvez aller voir, taper sur Google « déshonneur par association ». C'est une technique de manipulation, c'est un sophisme également. Quand on a un adversaire qu'on ne peut pas vaincre par des arguments solides, on emploie le déshonneur par association. On cherche quelqu'un autour de la personne qui aurait une activité que vous jugez suspecte, que vous allez diaboliser. Et à ce moment-là, vous associez la personne et vous l'en faites. Et ça, c'est des techniques qu'il sert à des enfants. Mais la plupart des jeunes qui le suivent ne savent pas reconnaître ça. Jeunes ou pas jeunes, beaucoup sont des adultes, mais ce sont des adolescents dans leur tête, ce qu'on appelle des adolescents. Des adultes adolescents. Je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre être un garçon et être un homme. On est garçon, mais on devient homme. La maturité, ça vient avec le temps, avec les connaissances, les expériences de vie que l'on a. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances et encore moins d'expérience de vie en tant que tel, bon, voilà. Donc, les amis, faites extrêmement attention. Je pense que pour toutes les personnes, arrêtez de juger les gens simplement parce que vous avez vu une photo Facebook à cause des approximations ridicules. Jugez les gens, analysez les gens en fonction de ce qu'ils disent. Prenez ce qui est important. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'avais voulu inviter et pourquoi j'ai invité et pourquoi je vais même réinviter Wilfried pour d'autres masterclass qui vont venir. Et pourquoi l'alliance sur le plan des analyses géopolitiques, n'est-ce pas, les invitations de Wilfried et Kanga pour qu'on discute avec lui, pourquoi ça a chauffé le cœur de bêtises de guerre? Parce que Fœtus de guerre n'a pas le même niveau. Je ne peux pas faire 9 heures d'analyse géopolitique avec cet abruti, c'est impossible. Il va crier, il va parler fort, il va être redondant, revenir sur les mêmes choses continuellement. On va évoquer des éléments dont il n'a pas le niveau. Et à chaque fois qu'on évoque des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, il s'emporte quelqu'un qui est beaucoup plus émotionnel que cérébral. Nous sommes des personnes cérébrales. C'est le cerveau qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes cérébrales. Lui est extrêmement émotif. Or, l'émotion, l'emporte-pièce, ça, ce n'est pas notre marque de fabrique à nous. Est-ce que vous voyez les choses? Merci beaucoup. Merci. Merci, Méduse. Black, tu es là? Bonsoir, merci pour la patience. Hein. Tu as la parole. Oui, je suis là, pas de problème. Bon, bah écoute, wow, ça a été long, mais bon, je pense que ça en valait le coup parce qu'on a appris beaucoup de choses. Vraiment, moi, je tenais à dire ici, hein, vous savez, ça fait longtemps que moi j'ai arrêté de suivre les lives de Fétiche de guerre. Parce que j'ai remarqué quelque chose, mais vous savez, les gens sont tellement dans la moutonnerie que quand vous leur parlez, au fait, vous avez tout un fan club qui vous tombe dessus et moi, j'aime pas. Déjà, j'aime pas la manière de faire. Sur ces lives, vous remarquez constamment quand quelqu'un n'est pas de son avis ou du sujet, bah, il coupe la personne ou il te fait descendre ou il humilie la personne. Alors que, étant des fétiches de guerre, je pense que vous avez un rôle par rapport à votre communauté, au fait. Voilà. Il y a des gens qui me disent de mettre du volume. Vous m'entendez bien quand je parle? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, d'accord. Je vais mettre le deuxième oreillette comme ça. Voilà, ça va faire gauche et droite. Voilà. Donc oui, donc je continue. Donc moi, j'ai remarqué quelque chose dans les lives de Fétiche de guerre. D'accord? Donc c'est monsieur qui va mettre un sujet, une photo, une image, un document, et tout va dans son sens. Vous avez pas le droit à la critique. C'est-à-dire que lui, il va vous imposer sa vision. Il va vous dire ce que lui pense.
il va vous indiquer des choses, mais surréalistes, hein. Mais vous allez voir derrière que il y a quelque chose qu'il a découvert que vous n'avez pas vu, alors que c'est totalement faux. À quel moment à quel moment je m'en suis rendu compte, c'est quand il avait commencé à faire un live sur une chaîne. Il y avait une chaîne sur laquelle était gravé Jésus et derrière c'était les moutons. Voilà, j'ai suivi ce live et de la manière dont il présentait les choses, au fait, je trouvais ça ridicule. Je dis mais pourquoi il présente ça, comme quoi il y a Jésus et puis il y a les moutons derrière, les moutons ça représente machin. Bref, il présentait ça tellement la manière de présenter était tellement sombre. Non, je sais pas pourquoi mon cerveau a fait un tic et ça n'allait pas. Et à force de l'écouter, au fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que il permettait à des jeunes gens de s'attaquer à des grandes personnes, à leur manquer de respect pendant son live. Vous vous rappelez de son acolyte, son petit acolyte Sandiaka, ou je ne sais quoi. Donc, il permettait à son petit de manquer de respect aux vieux. Alors que chez nous, en Afrique, le manque de respect ne se fait pas. D'accord? J'ai vu un abruti écrire que je suis chrétien. Alors, je vais vous dire, moi, je ne suis ni chrétien, je ne suis ni musulman. Non, non, c'est pour vous dire. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, j'ai de quoi leur répondre. Tu sais, Médisa, moi, j'ai pas de problème avec ça. À un moment, vous savez, on est appelé à vivre ensemble, que vous le voulez ou vous le voulez. Non, on essaie de te détourner, Black Officiel. Ne rentre pas dans ça. Non, je vais les gens essaient de te détourner de ça. Continue juste dans ce que tu es en train de dire. Je vais continuer. Déjà, chez nous, les Kémites, d'accord, on ne permet pas à ce que des jeunes, des plus jeunes ou des enfants manquent de respect aux plus âgés. C'est pas normal. Et même quand tu parles, tant bien même si tu parles à une femme, il y a une manière de s'adresser à une femme. Même si elle n'a pas une raison. Parce que ce que j'ai remarqué dans la vidéo que tu as passée, Médusa, c'est que quand il s'attaquait à Roro, il s'est pas attaqué au sujet. Il s'est pas attaqué à ce que Roro a développé ou ce que Roro a dit. Il s'est simplement attaqué à son métier. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on a remarqué. Donc il y avait rien de waouh au fait. C'est-à-dire c'est l'arme des faibles pour quelqu'un qui se dit aussi brillant et intelligent. J'ai trouvé ça vraiment bas parce que depuis tout à l'heure j'écoutais. Hein. J'écoutais même quand j'étais sur mon vélo, j'écoutais la vidéo que tu balançais. Et sincèrement, je bouillonnais au fait. J'ai dit mais on peut se rabaisser à ce niveau-là, on peut en arriver à ce niveau, à ce point-là. Et moi ça m'a gêné. Ça m'a gêné au fait parce que Roro peut venir sur ton live parce que Roro au fait, il faut se rappeler qui est Roro. Roro, au début, quand il fait ses lives, Roro n'avait pas besoin de quelqu'un ou de visibilité. Roro était avec Fétiche de Guerre. Roro était même modératrice chez Fétiche de Guerre. Voilà. Donc, Roro défendait Fétiche de Guerre coûte que coûte. Mais à un moment, tu peux pas te permettre, d'accord, même si la personne s'est trompée, même si la personne a pris un chemin qui ne te plaît pas, tu peux pas te permettre de lui parler comme ça, en fait. Et ça, moi, je peux pas apprécier ça. Sincèrement. Donc, Roro, ce jour-là, franchement, je sais pas, j'ai pas écouté le live, mais vraiment, t'as été d'un sang-froid, mais vraiment excellent. T'as représenté, t'as vraiment été à la hauteur de ta personne, voilà, du respect qu'on te vous. Et sincèrement, moi, quand j'écoutais les duels entre Wilfried et, comment il s'appelle, et Fétiche, c'est toujours la même chose hein, par rapport à Paul Biya. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression, en fait, que Paul Biya, c'est lui, au fait, qui est tenu par les Occidentaux et c'est les Occidentaux qui font les choix pour lui? Est-ce que c'est pas cela? C'est la question que je me pose. Parce que pour lui qui fait des analyses aussi brillantes, pour lui qui fait des recherches, parce qu'il dit les fétiches de guerre, mais à chaque fois quand tu fais des lives, bah, il y a que lui qui est devant. Il y a que lui qui parle. Il y a que lui qui donne son avis. Et les autres se taisent, au fait, et ne peuvent même pas s'écarter de sa vision, en fait. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je pense que chacun d'entre nous ici, chacun d'entre vous, vous devrez avoir la liberté de juger et de penser de vous-même. Vous ne devez pas simplement écouter une personne qui s'attaque aux gens comme ça. Et une personne qui passe son temps à insulter les gens n'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Il n'est pas forcément plus intelligent que vous. Il n'a pas une vision que vous pouvez pas avoir, en fait.
il n'a pas cette vérité unique qui fait de lui ce qu'il veut être. Vous savez, il peut s'attaquer au Gunchi Beanzin, comment ça s'appelle, le jeune qui est rentré dans le combat du panafricanisme et qui fait ses vidéos et bien sûr qui a été interviewé pas mal de fois. On peut dire de lui qu'il est bête, on peut dire de lui qu'il n'est pas intelligent, mais il fait des choses que Fétiche ne fait pas. Qui ça, Dani? Non, pas Dani, je parle de Beanzin Ogunchi, Ok. voilà, celui que tout le monde traitait pendant un moment de pédophile parce que machin. D'accord, ok, il a été un pédophile, mais n'oubliez pas quelque chose, je pense que il a été arrêté et il a... Mais c'est là où... D'accord, bon, il est complètement malade, quoi. En fait, c'est là, Bien c'est sûr, il montre bien un sûr. sujet, une photo, et puis il délire complètement dessus. Bah, il y a que lui qui a raison, en fait, hein, Médusa. Médusa, il y a que lui sur TikTok qui a raison. Quelles que soient les vidéos qu'il va faire, il y a que lui qui a raison. Parce que tu sais, quand tu vas, quand il va t'inviter, il va tous vous inviter à aller sur YouTube, à aller voir ses vidéos, des vidéos qui durent 5 heures. Il dit oui, avec les fétiches de guerre, on a fait 5 heures. Non. C'est lui qui a fait un live pendant 5 heures, et vous étiez là comme des débiles à l'écouter pendant 5 heures. Tout simplement. Tout simplement. Et quand vous l'écoutez pendant tout ce temps-là, mais qui parle? Il y a que lui qui parle et il fait défiler des images devant lui avec un ordinateur auquel vous avez cotisé. Parce que pour un chef d'entreprise, hein, moi le truc qui m'a étonné, c'est qu'il a été obligé de faire une cagnotte pour t'acheter un ordinateur. Pour quelqu'un qui dit qu'il fait le combat. Quoi? pour lui, Attends. Les fétiches ont cotisé pour ça? mais il a demandé à ses abonnés de cotiser pour acheter. Oui, je me souviens bien de ça. Oui. Il a demandé. Mais moi je Mais il est comprends pas. pauvre, il est pauvre comme nous ici et puis il se moque de nous. Mais attends. Pour quelqu'un qui a une entreprise qui est dans l'immobilier, bon, à part les immeubles qu'il nous a montré de son seul voyage, de l'un de ses seuls voyages qu'il a fait en Angola, il vous a montré quoi d'autre? Est-ce que Fétiche de guerre a été en Guadeloupe pour vous filmer la Guadeloupe, pour aller vous montrer des exemples? Est-ce que Fétiche de guerre a été au Sénégal? Est-ce que Fétiche de guerre, même sans être invité, s'est permis d'aller au moins au Mali pour vous montrer les progrès de Assimi Goïta, ou peut-être au Burkina Faso? Peut-être, hein, il aurait pu y aller. Mais il n'a jamais été. Quand il ose s'attaquer à Franklin Nyamsi, on a tous les preuves comme quoi il a été au Mali. Quand il revient, il a des emmerdes à l'aéroport parce que, bon, par rapport à ses positions politiques. Mais Fétiche de guerre, comment cela se fait-il? Vu comment la personne attaque les gens, comment cela se fait-il que cette personne n'a jamais été mise en garde à vue? Comment cela se fait-il que, malgré les plaintes qui ont été portées contre ce monsieur, pourtant on connaît son visage, on voit sa tête. C'est pas comme si on le voit pas. L'original, arrête, il est fiché S, à ce qui paraît. Ah bon? Et puis il va au Cameroun et puis il rentre comme il veut. Et puis c'est quelqu'un qui prend son avion Air France, d'accord? Il prend pas Air Douala ou Air je ne sais quoi. Il prend Air France pour aller au Cameroun. Et en plus, en première classe, avec l'argent des abonnés, s'il vous plaît. Mais Fétiche de guerre dit qu'il a été fiché S, qu'il est fiché S. Tu parles de quoi? Oui, il a dit qu'il est fiché S, clairement. Oui, il a dit. C'est d'un niveau ridicule. C'est vrai. C'est vrai, non mais c'est vrai, on l'a entendu dans un live, il a dit qu'il était fiché S. Alors je vais te dire, pour quelqu'un qui est fiché S, comment cela se fait-il qu'il fait des allers-retours entre Paris et le Cameroun et il n'a jamais été inquiété et que c'est Franklin Nyamsi C'est quoi fiché S? seul. Fiché S, ça veut dire que c'est comme en Côte d'Ivoire quand le gouvernement dit que t'es un terroriste. Ah, d'accord, c'est bon. Voilà. Genre des individus soit t'es un terroriste, qui sont soupçonnés de nuire. Voilà. C'est-à-dire t'es quelqu'un qui est dangereux pour la société. Voilà, d'intenter aux intérêts de la France. Je te lis une fiche S, sûreté de l'État. Donc S là, c'est pour sûreté de l'État. Est une catégorie du fichier des personnes recherchées en France, utilisée par les services de renseignement pour repérer des individus représentant une menace
potentiels pour la sécurité nationale, notamment le terrorisme ou la radicalisation. Donc le mec se prend pour, comment il s'appelait, le truc là, le type dans The Godfather, truc là, The Godfather, le mec se prend pour Vito Corleone. C'est-à-dire que le mec, il est fiché S. Il est trop Il se prend dangereux. pour un grand criminel, une personne qui nuit vraiment aux intérêts de la France à un point où la France l'a mis fiché S, alors que tout le monde n'en a rien à branler de lui en France. C'est-à-dire qu'il se prend pour une grande personne que l'État français va craindre, que le gouvernement français craint. Mais attends, Renan Azrael ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est fiché S. Tu me dis que tu es fiché S et puis tu nous dis en même temps que tous tes amis sont des membres des grandes familles de France, sont tous des ministres, des députés, des diplomates, et que ce sont des grands patrons de France. Mais ces gens-là ne peuvent pas faire des affaires avec une personne qui représente une menace, un danger pour le terrorisme, pour la sécurité nationale de France, et en même temps la France te laisse entrer, sortir comme tu veux. Mais ce type vous raconte des foutaises, délire entièrement, et vous avez des gens qui acceptent le sperme qu'il vous verse toute la journée sur ces lives. C'est d'un niveau de ridicule incommensurable. Hein? Clairement, hein, vous savez, faut faire attention à ce que vous suivez. Vous savez, Cœur qui est là, j'ai beaucoup plus de respect pour elle, parce que c'est une fille qui est très tenace, elle est très courageuse. Elle n'est pas en France, elle n'est pas en Europe, elle n'est pas aux États-Unis. Mais elle ne crie pas sur les toits qu'elle est fétiche de guerre. Elle est où? Bon, tout le monde sait où elle est. Voilà, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui roulait dans l'or. Mais à chaque fois quand elle allume sa caméra, elle fait ses lives à son niveau, d'accord? Et il y a des gens comme moi, comme plusieurs personnes qui viennent, qui débattent, qui vous apprennent des choses. Moi-même, j'apprends des choses sur des panels, sur les panels de ma sœur. Tout simplement. Mais elle n'a jamais fait de cagnotte ici, ou demander à faire une cagnotte pour qu'on lui envoie de l'argent pour qu'elle paye son loyer. Dieu seul sait comment elle vit. D'accord? Donc pour quelqu'un qui dit qu'il est en Europe et qu'il a des placements un peu partout dans le monde, ou je ne sais, au Cameroun, ou dans sa société, parce que je ne sais pas s'il fait de la gestion de patrimoine, ou... Et qui a des amis puissants. Tous ses amis sont hyper puissants. Bah, j'ai fait une recherche, je ne sais pas si c'est lui, d'accord, je suis tombé sur le compte d'entreprise d'une personne qui s'appelle Monsieur Patrice Kamdem Kouam dans le 44 à Nantes. Oui, Ah Kouam non. Kamgen, c'est Est-ce lui. que ça vous dit quelque chose? C'est sa Bien société? sûr, Patrice Kouam Kamgen, c'est lui. D'accord, regardez ce qu'il fait. Par rapport à son code NAF, d'accord, il fait donc quoi? Hôtel, hébergement et similaires. Exactement les domaines dans lesquels la DGSE investit, hébergement c'est-à-dire... et similaires. Donc, il C'est fait les quoi? domaines dans lesquels la DGSE investit, c'est-à-dire l'immobilier. Allez taper Dans DGSE l'immobilier. sur Internet, allez-y, vous allez voir, il y a écrit D'accord. l'immobilier et Et la société a été créée depuis peu, hein. Elle a été créée depuis 2018. 2008, pardon. La société a été créée depuis 2008. Mais on n'a rien sur le chiffre d'affaires. Rien du tout. On n'a rien. C'est vide. Société écran. Et... Voilà. C'est donc, les sociétés écrans. C'est moi, les le truc qui succursales m'a pour la réveillé- DGSE que le gars l'a créé, en fait. Même son mouvement Tu fétiche sais, de c'est guerre, que- c'est un écran pour la DGSE. Mais Medusa, quand on voit le contenu de ces lives, d'accord, étant donné tout ce qu'il dit révélé, comment cela se fait-il qu'il n'a jamais été en garde à vue, Medusa? Nous sommes en France, surtout comment on sait que la France pourchasse les gens qui combattent ses intérêts, d'accord? On a vu le professeur Franklin Nyamsi, comment il a été bousculé ici en France. On a vu ce qu'il a subi de parler français, d'accord? Mais lui, quand est-ce qu'il a été inquiété? Tu sais que les propos que tient fétiche de guerre, c'est interdit par la loi française. Par exemple, tout ce qu'il Mais fait, c'est puni par la tout ce loi qu'il fait. ici. Quand il traite les blancs de pourriture, de Yamnaya, ainsi de suite, je dis pas qu'il ne le sent pas. Mais le problème, c'est que si ce type-là n'était vraiment pas protégé, il n'avait pas des trucs vraiment en France où il était protégé. S'il n'était pas un élément de quelque chose, mais on l'aurait envoyé en France, en prison depuis longtemps. Mais On l'aurait il disait envoyé en quelque chose prison qui était depuis- intéressant Tout ce dans qu'il sa fait, vidéo. les diffamations et tout, il serait parti. Mais posez-vous la question, pourquoi il ne part pas en prison? Mais il l'a dit sur un live. Il a dit, moi, je ne prends jamais d'avocat commis d'office.
j'ai des gens haut placés. J'ai des amis haut placés. Tout à fait. Moi. Bah, le mec, il Tout à vous dit fait, c'est tout revenu souvent. Voilà, c'est revenu souvent. Il est en train de vous dire qu'il Et il a travaille dit pour la quelque DGSE. chose. Il a dit quelque chose de très important. Lui, en gros, comme il connaît des gens importants, ça veut dire que les gens qui le suivent, j'espère que vous connaissez aussi des gens importants. Parce que vu que moi, je ne connais pas de gens importants, je peux pas m'abonner à lui, au fait. Ah oui, mais c'est surtout que si les gens, lui, quand il Donc- dit des choses, il connaît des gens, des amis importants qui sont haut placés. Il a dit que ses amis sont des ministres en France, sont des diplomates, sont des grands hommes d'affaires français. Et on a démontré, là, Roro l'a démontré, que ses collaborateurs dans ses affaires sont tous des membres Mais- de la famille Mitterrand. Lui, il peut se le permettre. Mais les autres qui se disent les fétiches de guerre, là, tous ces abrutis de quartiers difficiles de France, eux, s'ils disent, ils répètent les mêmes propos que lui, mais on va les envoyer en prison illico presto. Lui, il est financé par Paul Biya, il est financé par la DGSE, il peut dire ce qu'il veut, il travaille sous couvert. Donc, si vous lui portez plainte, il ira juste dans une petite chambre, dans un petit bureau à la police, n'est-ce pas? Il va présenter sa petite carte de la DGSE que vous ne connaissez pas, et on va dire, ok, c'est bon, on abandonne. Voilà pourquoi vous ne le verrez jamais dans un véritable procès, ce gars-là. Parce qu'il va dire, ah, j'ai agi sous couverture. J'ai agi dans le cadre des intérêts nationaux de France et j'avais le droit. Oui, un espion a le droit d'insulter même la France si c'est pour s'infiltrer quelque part. Il a le droit de tenir des discours même les plus violents, les plus bizarres possibles, si son objectif au terme, c'est de prendre le contrôle des mouvements afrocentrés et de les diriger, de les amener ailleurs. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec les mouvements d'extrême droite en France. Je rappelle que les mouvements d'extrême droite en France étaient contre toute forme d'immigration. Et ils étaient contre toute forme d'étrangers en France. Il suffit de revenir vers le Front National, le Rassemblement National Populaire, le RNP à l'époque, dont le Rassemblement National a copié le nom. Allez taper Rassemblement National Populaire à la fin, vous allez voir à quel point c'est. C'est-à-dire et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez les membres de la communauté de Netanyahou qui vivent en France, qui ont tout fait pour récupérer les mouvements d'extrême droite, pour éviter, parce que c'est des mouvements qui avaient, tous ceux qui ont créé, par exemple, le Front National, tous les amis comment il s'appelait? De Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, c'était des membres du GUD, des membres qui faisaient partie du RNP, dans le Rassemblement National Populaire de l'époque, qui étaient des mouvements violemment antisémites. Donc, le Front National, de l'époque a été créé par des gens, des collaborationnistes français, qui ont tout fait, qui ont été membres, qui ont contribué à la rafle du Veldiv, par exemple. Donc, et pas que et toutes les autres rafles. Il fait de la taquilla, évidemment. C'est un Ok, taquilla. maman. Dans 30 Ce minutes, type je est lance un mon live, taquilla. pardon. Je finis mon ménage et je lance mon live. Je lance mon live dans 30 minutes. Maman, je suis choquée. Dans 30 minutes, hein. Dès que tu lances, fais-nous signe, on vient là-bas. Ou bien, c'est pas maintenant que tu devais lancer ça? C'est à type, en fait, 21h, non? Si, c'est à partir, non, mais je fais mon ménage, je finis mon ménage, je fais d'abord le ménage, pardon, parce que le truc là, je dois être franchement concentré, en fait. Voilà. Donc, je fais une d'abord mon Camerounaise. ménage. dès que tu lances. Voilà. C'est une Camerounaise, c'est toujours décalé. Avec les Camerounais, c'est comme ça. Donc, vous voyez un peu la famille. C'est-à-dire que ce type est un taquillard. Et c'est la même chose qui a été fait. Des gens comme les Damien Rieu et tous les autres, ce sont des Éric Zemmour, qui font partie de la communauté organisée dont on n'a pas le droit de dire le nom, se sont infiltrés dans les mouvements d'extrême droite et ont commencé à porter le mouvement. Et ils ont dévié totalement le sens et ce mouvement est devenu très israélophile. Alors que les mouvements d'extrême droite de l'époque étaient très anti. D'ailleurs, vous vous souvenez que Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il a parlé le détail de l'histoire, pour ceux qui ont la référence, il a eu des condamnations à cause de ça. Il a eu des condamnations. C'est un parti qui a toujours été classé comme étant antisémite, ainsi de suite. Et les leaders de ce parti, comme les Jean-Marie Le Pen de l'époque, ont toujours été considérés comme des véritables antisémites, des gens qui ont eu des condamnations. Mais d'où vient-il? Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Désolé, parce que je bug un peu dans mon écran. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ce mouvement est devenu pro-israélien à un point où les membres du Front National partent se prendre en photo devant le mur des lamentations? C'est parce que des gens ont infiltré le mouvement. C'est parce que des personnes... C'est normal que tu bugs, hein, le live est signalé. C'est normal. Ah, ok. C'est signalé. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez. Voilà pourquoi... Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi ces gens-là ont infiltré le mouvement d'extrême droite et ils l'ont totalement viré.
aujourd'hui les plus grands soutiens de Netanyahou, lorsqu'il y a eu la guerre, le conflit, enfin c'est toujours le cas, israélo-palestinien, toute l'extrême droite a de manière quasi unanime soutenu Netanyahou. Et c'est la gauche française qui se retrouve à soutenir maintenant la Palestine. Et bien de la même manière, ce type est venu infiltrer le mouvement kémite pour petit à petit le retourner pour nous amener vers d'autres endroits. Donc, est-ce que vous voyez la famille? À quel point il faut faire attention avec l'intrusion et la déformation? C'est dingue. C'est dingue. Donc, soyez vigilants la famille, ouvrez les yeux, évitez de vous faire manipuler. Évitez de vous faire manipuler par des personnes sans cervelle, qui n'ont que l'anathème, qui n'ont que des techniques de manipulation à la bouche, qui se servent des sophismes tels que celui de sophisme que j'ai évoqué tout de suite, le déshonneur par association, et qui vous ouvre des lives avec une photo et qui se met à délirer entièrement sur une photo, sur un post, et vous dresse contre les gens. Non, non, c'est pas comme ça qu'on va évoluer dans la lutte. Nous sommes là pour des véritables connaissances. On n'est pas là pour faire du aide-moi à détester. Et ce monsieur a voulu que je déteste Wilfried Ekanga simplement parce que lui déteste Wilfried Ekanga à cause du fait qu'il l'a battu à chaque débat et que Wilfried ne soutient pas Paul Biya. Non, moi je ne fais pas du aide-moi à détester, ce genre de conneries-là. Et il a voulu manipuler les gens. Maintenant, il va subir les affres. Et ça fait un moment déjà, depuis hier, il est dans la tourmente la plus absolue. Il a perdu un nombre incalculable, près de la moitié des gens qui le soutiennent se sont désabonnés, sont partis, ont quitté son Telegram, et beaucoup. Et désormais, quand il fait des lives, il est à 200 personnes, à 100 et quelques personnes. Les gens ont perdu de l'intérêt pour lui, parce qu'il a accumulé trop de choses mauvaises. Manque de dignité, afficher en public des conversations privées, refus du fait qu'on te tend la main pour essayer de régler les problèmes. On n'a pas voulu aller vérifier dans ta vie privée pour éviter les problèmes. Mais il a misogynie, des propos misogynes qu'il a tenus, des propos... Je vais lancer dans quelques minutes. Hein. Je descends. À tout à l'heure. Ok, dès que tu lances. Allez vérifier. Faut vérifier de temps en temps, les amis. Dès qu'elle lance, vous m'appelez. On va partir là-bas tous. Parce qu'elle a des révélations à faire. Ce type-là ne va pas se reposer. Il a mal dormi hier. Aujourd'hui, il va encore mal dormir. Il faut préparer mal dormir. Il faut préparer. Il se retrouve là-bas, hein? Oui, il faut préparer la bande. Oui. Je disais qu'il faut préparer la bande son de Kill Bill pour le live de Roro. Vous voulez l'achever maintenant. Vous voulez l'achever. C'est beau comme ça. Il a poussé sa dose, ça suffit. Il faut que l'ennemi, il faut la prise de finition, n'est-ce pas? Il faut que l'ennemi, n'est-ce pas, soit totalement asphyxié. Il a voulu jouer les champions, non? Il a eu les ailes qui lui ont poussé pendant une semaine. Pendant une semaine, il nous a insultés dans tous les sens. Ça a poussé. Maintenant que ses noyaux sont dans une pince, c'est pas maintenant. Fétiche, tant que tu ne t'es pas même si tu t'excuses publiquement, on va même pas te pardonner. Donc, tant que tu ne vas pas t'excuser publiquement, et promettre d'arrêter ce genre de foutaise, nous serons là pour veiller sur cette jeunesse africaine qui a pris conscience. Et plus nulle part ta bêtise va passer. Et nulle part ces conneries ne vont pas passer. Et si vous le trouvez sur un live, la famille, si vous le trouvez sur un live, envoyez-moi le live. Je répète, si vous le trouvez en train de parler de ça sur un live neutre, un live où il n'a pas des boutons, hein, où il ne peut pas faire descendre les gens, vous m'envoyez, on va aller le confronter partout, on va parasiter sa manipulation désormais. Il a déclaré la guerre, il va l'avoir. Mais pour le moment, on organise d'abord des lives, n'est-ce pas, pour montrer aux gens qui il est. Vous allez voir, on va le poursuivre sur tous les lives où il est et vous allez juger du niveau. Et quant à moi, je lui donne, petite parenthèse, quant à moi, je lui donne rendez-vous à la télévision, c'est-à-dire, s'il veut débattre, on règle ça à la télévision, c'est quand il veut. J'ai quelques contacts ça et là, des gens qui ne vont pas du tout refuser, vu que ça va leur faire de l'audience et de l'argent, dont ils s'en foutent. Une petite bagarre à la télé, il aura l'occasion de démontrer mes affinités, mon panafricanisme, mon incapacité à défendre l'Afrique. Bref, on va parler justement des sujets africains, du panafricanisme, etc., devant des millions de nos congénères du continent qui auront donc l'occasion de faire le comparatif entre
le petit infiltré que je suis et le grand Africain, l'héritier de Sylvanus Olympio qu'il est. Donc voilà, la télé parce que c'est professionnel. On ne crie pas là-bas, on n'insulte pas là-bas, on ne ferme pas le micro là-bas, on n'invective pas là-bas, on ne calomnie pas là-bas, on ne publie pas les photos des bébés là-bas. Donc voilà ma part de défi solennellement. Je l'ai lancé il y a quelques semaines à quelques Camerounais, certaines personnes avec lesquelles nous n'avons pas la même vision politique. Bon, personne ne s'est y porté volontaire. Je réitère ici l'invitation de manière solennelle. Par exemple, la chaîne où je suis intervenu, la NCA, je crois que eux, ils se feraient un plaisir énorme d'accueillir un débat comme celui-là. Vraiment, tout est calibré, temps de parole équivalent, plateau superbe, si en plein Paris, dans les beaux quartiers, dans le 16e, donc vraiment tout est ok. Et en plus, c'est à côté d'Emmanuel Macron, donc de mes amis de la DGSE. Ça fait que c'est quand il veut, vraiment, parce que les enfants de TikTok, on aimerait passer à un niveau supérieur. On ne peut pas défendre l'Afrique seulement sur TikTok, sur des panels dont on a le contrôle, sans utiliser les moyens technologiques de l'information et de la communication qu'on a aujourd'hui et qui permettent de faire porter le message à davantage de gens. Il a dit que mon parti, le MRC, m'avait interdit de débattre avec lui. C'est comme ça qu'on vous roule dans la farine comme des petits enfants. Me voilà, donc il invite devant 1100 personnes à la télévision. Moi qui suis interdit de débat avec lui, donc allez le lui transmettre. Il n'acceptera pas évidemment, mais remplissez la formalité quand même. Voilà ce que je voulais aussi annoncer là, solennellement. Merci beaucoup. Oui, on va laisser Black chuter. Il va chuter et Ngatou va prendre la parole. Apparemment, Capitaine a quelque chose à montrer, mais après. Capitaine, tu attends que Black finisse. Rapidement, moi je chute rapidement, c'est pour dire. Tu sais que, tu te rappelles, on avait fait un panel par rapport à Soro Guillaume et tout ça. Et Oui. moi je me rappelle de l'arrivée de Fétiche de Guerre qui est venu, donc qui nous a pondu ses paroles en disant comme quoi Soro Guillaume a tué les Ivoiriens, Soro Guillaume a fait ceci, cela, et que Franklin Nyamti est son conseiller, c'est lui qui lui a conseillé de faire ça. C'est à partir de là que j'ai compris que le mec il disait de la merde, en fait. Voilà. Parce que en aucun cas, Franklin Nyamsi a conseillé à Soro Guillaume de tuer ou d'assassiner qui que ce soit. D'accord? Je pense même que si Franklin Nyamsi était le conseiller de Soro Guillaume, il a simplement fait savoir à Soro Guillaume peut-être qu'il fallait même pas qu'il rentre dans le RHDP, tout simplement. Voilà. Donc, dire que Soro Guillaume, c'est lui qui a fait les 3000 morts en Côte d'Ivoire, si c'était vraiment un fétiche de guerre, il faisait vraiment ses recherches, il allait savoir que Soro Guillaume n'avait pas d'armes et n'a jamais donné d'ordre pour tuer qui que ce soit en Côte d'Ivoire, tout simplement. Voilà. Donc moi je suis un Ivoirien, je pense que nous sommes des Ivoiriens, nous connaissons l'histoire de notre pays, et quand nous débattons de quelque